Mhm. Et du coup, ça va être dans la On est dans la suivante. deuxième vidéo. Ouais. Ok. Bon, donc là, on coupe. Après, je pense que quand je vais couper, je ferai juste la suite dans le deuxième épisode et pas. Donc là, Ouais, parce qu'en fait, tu coupes à tu sais, le corps, tout, mais c'était bon en fait. Mm. deux. Parce que tu sais, là, je vois pas la diapo suivante. Ah, là, on est à la motivation, là. Oui, oui, je sais, ça je le vois, mais je vois pas celle d'après, du coup. Ah, mais c'est ça sera dans la suivante, hein. Dans la Oui, deuxième, là. oui, voilà. Même à Ouais. partir de là. Ok. Mm. Bon, vas-y. Là, tu Donc, peux. je sais pas, c'était combien de temps là? Ça allait, non? Ça rentre dans le timing. Il est 48, on a commencé à 30, non? Je sais pas, tu penses que ça a fait 18 minutes la partie avant là? Je pense pas autant quand même. Non. Parce que mon objectif, c'est que ça fasse 7-8. Donc là, ça fait plus que 7-8, mais. Parce que sinon, après, si les vidéos sont trop longues, c'est chiant. Ah non, oui, sinon il faut que ça fasse 15, hein. Sinon c'est trop chiant, hein. Après, si c'est Mm. 30, tu fais 2 fois 15, mais bon. Mais non, mais là, ça va, je pense, hein. Et après, D'accord. avec le rythme et tout, ça allait, hein. Je suis pas choqué, hein. Après, si tu veux, tu dis on se retrouve pour la deuxième partie, si tu veux. Enfin, je sais pas. Ouais, mais on n'a pas dit au revoir sur la première. Ouais. Mm. Non, vas-y, vas-y. Par Ouais. contre, on le dira quand on aura fini avant les exos. Tu vois, avant de faire le résumé des exos, on dira bon, merci Clément, et on se retrouve dans une petite vidéo bonus où c'est qu'on vous résume tous les exos. D'accord, ouais. Mm. Donc là, tu peux repartir. Donc, Ouais. Bon, donc à présent, concernant la motivation, bon là, c'est un peu barbare, mais euh, des forces internes et ou externes, il faut garder en tête que ça veut dire que notre motivation, elle dépend de nous, mais elle dépend aussi de l'environnement. hmm. Et qu'après, quand on entend par déclenchement, direction, intensité, persistance du comportement, en d'autres termes, ça veut dire que l'environnement et nous-mêmes, ça va influer sur la qualité et la quantité de motivation. Alors, on va distinguer en fait deux types de motivation. Et pour faire extrêmement simple, à gauche toute de votre écran, vous voyez ce qui est la motivation. Donc, c'est exemple, euh, euh, je pratique le tennis de points, je ne sais pas pourquoi je pratique, je n'aime pas du tout cette activité. Ouais. Ou alors, à droite toute, autodéterminé, je pratique le tennis pourquoi de points, je pratique le tennis car je ressens beaucoup de plaisir à pratiquer cette activité. Et après, il y a quatre régulations au centre sur lesquelles on bascule d'une à l'autre plus ou moins facilement et on va pas rentrer dans les détails là-dessus parce qu'à la limite, on s'en fout. On va surtout essayer de voir comment on peut faire pour faire en sorte qu'on soit tout le temps dans la motivation euh, autodéterminée. Alors, là, vous voyez, c'était en plein centre, c'est les besoins psychologiques fondamentaux et en fait, ils sont liés au, aux menaces qu'on voit à gauche dans l'environnement social. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que dans toutes nos séances, tous nos joueurs, ils aient, quand ils parlent de besoin, en fait, ils parlent de sentiment. Ouais. Ils aient ce sentiment d'autonomie, ils aient ce sentiment de compétence et ils aient ce sentiment de proximité sociale, en théorie, d'après la théorie de l'autodétermination, ça va avoir des conséquences positives sur la qualité de la motivation Hmm. et donc des conséquences positives sur ce que vous pouvez voir euh, à droite toute de l'écran. Donc après, à nous de voir comment on peut faire. Donc c'est-à-dire comment je peux faire pour que mon baby tennis 3-4 ans, il ait ce besoin d'autonomie. Bon, bah peut-être qu'on va au début, comme avait dit Romain dans une vidéo, Faussier, enfin comme avait dit mon entraîneur perso, Hmm. euh, mettre en place un protocole d'échauffement pour qu'après, bah, au bout de la huitième, neuvième séance, etc., il s'échauffe tout seul, par Hmm. exemple. Le besoin de compétence, voilà, vous l'avez compris, c'est le sentiment de réussite. Donc ça veut dire que dans chaque séance, pour entretenir la motivation euh, autodéterminée, donc la motivation positive, Hmm. oui, il faut qu'il y ait un sentiment de compétence. Et proximité sociale, c'est hyper important, et là ça va refaire rebondir sur plein d'aspects. Proximité sociale, ça veut dire qu'il doit y avoir des interactions sociales. Et Hmm. donc ça remet fois. On entend des fois à partir de quel âge, dans le volume d'entraînement fédéral, etc., on peut prendre des cours individuels, ceci, cela. Ça, après, à la limite, ça dépend du programme de chacun, Hmm. ou comme la déscolarisation, etc. Mais bon, la proximité sociale et le fait de se rattacher à des personnes de son âge, etc., ça a quand même des. C'est prouvé que ça a des Ben, apports. on le voit quand même, on le voit très bien avec le travail et les séances de groupe. Oui, On en a parlé hier sur la vie des pionniers. Euh,
quand tu travailles avec un groupe d'enfants que tu as depuis X temps et que ce groupe-là, ils sont copains à l'école, en dehors, au tennis, ben, ce travail-là, ça les motive à rester. Et en tout cas, à aimer ce qu'ils font. Et du coup, s'ils aiment ce qu'ils font, ben, ils progressent beaucoup plus vite que ceux qui étaient là par défaut. Et du coup, là, pour bien se rendre compte de des fois des comportements qu'on peut avoir, etc., qui menacent ces besoins, à gauche tout, vous avez des exemples. C'est-à-dire que à gauche, menace soutient l'autonomie. Si vous faites par exemple une récompense contrôlante, c'est-à-dire que si tu dis par exemple tu touches 3 fois cette zone, je vais te donner un paquet de bonbons, tu, tu tiens la motivation à court terme, mais sur le long terme, c'est une menace parce que du coup, tu vas bien perdre le suivi. Un comportement directif de menace, de pression, une date butoir, une compétition. Voilà, tout ça, ça va jouer sur l'autonomie. Vous voyez que sur le soutien de compétences, ça dépend aussi des feedbacks que vous allez mettre en place. Et puis, par rapport à la proximité sociale, bon, bah, il y a l'aspect affection, intérêt ou désintérêt, le rejet, etc. Bon, Ouais. vous pourrez à la limite faire pause sur l'écran pour dire tout ça. Alors, là, d'un point de vue vraiment, j'arrive, je suis en club, j'ai quelques billes, je me dis, j'ai envie de mettre en place un suivi en prépa mentale, comment je fais? Parce que déjà, il faut évaluer les qualités mentales de votre joueur. Donc, il y a différents moyens. Il y a des questionnaires psychométriques donc, comme l'OMSAT, O-M-S-A-T, que vous pouvez trouver sur le net, ou derrière des observations à la fois à l'entraînement et en compétition, et des entretiens avec l'entraîneur, ou si c'est vous, avec le joueur, avec les parents, avec l'environnement, etc. Ce qu'il faut, là où il faut être vigilant, c'est que les questionnaires psychométriques, c'est des échelles d'auto-évaluation. Donc, c'est-à-dire que c'est le joueur qui s'auto-évalue. Donc, s'il n'a pas compris que il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, et s'il essaye d'entourer la meilleure réponse, ben évidemment, il va avoir une évaluation où on va croire que mentalement tout est OK, machin, mais du coup, ça va être totalement en désaccord avec la réalité, et là, ça ne va pas. Donc, il faut aussi avoir une bonne connaissance de soi et comprendre que l'important, c'est moi, ok, je pense que je me place où. Mais tant qu'on n'a pas essayé et compris qu'il fallait être honnête, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que quand on fait une auto-évaluation, on a tendance à dire plus souvent oui que non. Et donc, il faut faire gaffe en fait aux échelles où il y a par exemple aussi un nombre impair. En Impair. théorie, ça ne devrait pas arriver. Ouais, jamais. Parce que si on Voilà. peut mettre au milieu, c'est pas bon. Voilà. Si c'est de 1 à 5, en théorie, ça ne devrait pas arriver. Il peut y avoir des problèmes de compréhension parce que comme c'est fait par des chercheurs, etc., et que des fois ça s'adresse à un public de 10-11 ans, c'est quand même bien d'avoir un suivi et un soutien derrière pour expliquer des fois certains termes. Et il y a quand même une extrême subjectivité. Donc c'est un outil, mais à utiliser avec modération. Donc après, vous voyez, ça peut faire des radars. Et en fait, cet outil, vous le couplez à une observation, l'entraînement en compétition. Mais que le mieux, voilà, c'est utiliser une grille pour pas que vous soyez et vous regardez n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous avez vu que en concentration, ils se mettaient deux, bon, bah, vous vous dites, OK, moi, je suis entraîneur de tennis, je suis joueur, OK, je pense qu'il faut être capable de faire quoi sur un terrain? Ouais, OK, il faut regarder tel truc. Au changement de côté, tac, 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 vous listez, vous listez, vous listez. Et puis, vous vous dites, ouais, alors il se place où, etc. Puis après, vous échangez avec lui. Et là, déjà, vous avez une analyse un peu plus poussée. Et du coup, ouais, comme c'est écrit ici, ça limite notre subjectivité. Et après, vous échangez avec lui, savoir ce que pense l'athlète et le mieux, c'est de savoir ce que pense l'athlète et d'être le plus ouvert possible. Le plus facile, c'est je pose une question hyper ouverte, il rebondit, je reprends les derniers mots de ce qu'il m'a dit, il rebondit, je reprends les derniers mots de ce qu'il m'a dit, il rebondit, etc., etc. Par contre, si vous dites, est-ce que tu ne penses pas que sur telle situation, tu aurais pu faire ça? Bon, en fait, là, ça ne sert à rien parce que c'est-à-dire que c'est vous qui voulez le convaincre. Donc, vous voulez que lui, il dise oui pour vous auto-convaincre que votre point de vue est le bon. Alors que là, en fait, on n'est pas au bon endroit du tout. Voilà. L'important, c'est de savoir ce qu'il en pense. Et voilà. Ça peut être compliqué au début. On peut dire, s'il dit rien, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, c'est des craintes. Servez-vous des vidéos. Servez-vous des chiffres, tu vois. Bah voilà, par exemple, j'ai compté, premier set, tu as joué tant de fois là, deuxième set, tu as joué tant de fois là. Est-ce que du coup, tu as fait exprès? Puis vous vous arrêtez là et puis il va dire non, je n'ai pas fait exprès. Et en fait, peut-être s'il se sent piqué ou quoi, il va justifier. Donc peut-être ça peut lancer, quelque chose. Quoi. Mais ayez aussi des chiffres, des vidéos en soutien. Voilà. Le thème, une question ouverte. Vous préparez déjà votre relance si jamais votre question, il ne la comprend pas.
Vous mettez votre réponse que vous pouvez attendre. S'il ne le dit pas, vous mettez un indicateur qui peut vous aider et comme ça vous permet de revenir. Au niveau de l'environnement, 3 types d'environnement hyper importants, familial, scolaire, environnement sportif. On a beau se dire, nous on le voit peu, hein. Il y a 168 heures sur une semaine, on le ou la voit peu, donc l'environnement familial et scolaire est aussi hyper important. Donc c'est aussi des facteurs à prendre en compte. Les objectifs sportifs qui découlent derrière tout ça, et donc comment on va définir les objectifs. Pour définir les objectifs correctement au tennis, il faut garder en tête que c'est un sport individuel, saison longue, comptage de points, que je ne suis pas obligé d'avoir 100% d'efficacité, que je peux gagner moins de points et gagner le match, etc. On fait une analyse de l'athlète, une analyse de l'environnement, on confronte tout ça, derrière on définit des objectifs. En club, si vous voulez définir votre objectif, ça part aussi par rapport à son calendrier. Donc après, ça, on voit beaucoup en formation, etc. Il y en a combien qui le font concrètement, beaucoup, je ne sais pas, mais c'est hyper important quand même de se dire, OK, je planifie pas toutes les séances, mais je planifie en fait son calendrier de compétition. Parce que l'objectif, c'est qu'il soit prêt sur ses compétitions. Et donc, s'il y a une compète dans une semaine, bon, bah, on va s'adapter. Mais l'important, c'est aussi de tenir compte de compétition, vacances scolaires, vacances familiales, du tournoi, etc. Et de mettre tout ça en lien. Donc là, par exemple, il y avait un exemple. Il y a une faute parce que la période, c'est écrit PPG, PPO, mais en fait, on peut mettre PM parce que PP, c'est pour la prépa physique. Et après, en fait, tu peux planifier du coup ce que tu as envie de mettre en place en fonction des différentes périodes de tournoi. Mais ça peut être encore plus que simplissime. Hein. Alors, comment je peux faire pour être sûr que mes séances, et ce que j'arrive à transmettre à mon joueur ou à ma joueuse, ce soit de qualité? Déjà, l'activité cardiaque par rapport à son stress, etc., maintenant avec les montres, cardio-fréquence-mètre, tout ça, on est quand même capable d'avoir un bon retour. Il manque un truc là, l'activité électrodermale, c'est une réaction du corps, ça montre qu'il y a un retour. C'est-à-dire que en théorie, c'est prouvé que si quelqu'un est en train de faire une visualisation, et ben c'est s'ils sont en action, comme ça. Alors que s'il ne fait pas, il ne se passe rien. Les questionnaires, RPE, c'est l'échelle en fait, de difficulté perçue. C'est-à-dire que voilà, toi, tu estimes que cette séance, elle était difficile de combien? De 1 à 10. Il va dire 6, par exemple. Et vous lui demandez chaque fois. Et en fait, vous voyez que si ce que vous proposez, vous aviez prévu que ce soit 2 et qu'il dit 6, etc., c'est un indicateur pour dire, merde, on est en décalage. Voilà. La qualité de l'imagerie, c'est la qualité de ce qu'il a pu voir ou d'autres choses. Et observation, dialogue, ouais, respect des consignes, dégglutination, etc. C'est-à-dire que tout simplement, par ses sensations, par est-ce qu'il avale beaucoup, machin, c'est aussi des signaux pour voir si les séances étaient de qualité ou pas. Et pour moi, le plus bluffant, c'est la chronométrie mentale. La chronométrie mentale, c'est est-ce que le mouvement que j'imagine prend la même durée que le mouvement réel. Et du coup, par exemple, je veux m'imaginer sur un mouvement complexe parce qu'il y a plusieurs phases. Je m'imagine en train de servir, je me place en position en train de servir, je suis en position, j'ai ma raquette, etc. Je suis derrière la ligne, j'ai ma diagonale, tout va bien. Je ferme les yeux, je m'imagine, clac, clac, clac. Je fais vraiment tout le processus, etc. Donc, l'entraîneur, il déclenche un chrono avant et il déclenche quand l'autre, il a dit stop, par exemple. Et puis après, je fais mon service. S'il y a un décalage, c'est qu'il y a soit une maîtrise technique, soit une maîtrise de l'imagerie qui n'est pas bonne. Et du coup, il faut réussir à creuser un peu tout ça. Donc ça, cet aspect temporel, il est hyper important. Très intéressant. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, donc déjà, merci beaucoup Clément pour ces deux présentations-là, ces deux vidéos qu'on a fait. Enfin, c'est X vidéos qu'on a fait. Je ne sais pas s'il y en aura deux, mais… Et donc là, on va couper celle-là et on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. C'est qu'on présente en résumé chaque séance en fonction de chaque domaine d'exercice.